Oui, docteur, on vous entend 5 très de bien. 5. Alors, mesdames et messieurs, on va donner la possibilité à docteur Doigt d'intervenir quelques minutes avant que nous allions au niveau des questions. Vous savez bien que Greenwood, comme nous l'avons présenté, Greenwood est fortement ancré à ce qui est nature, OK? Mais Greenwood appartient à la famille, à la grande famille de la médecine. Et au niveau de la médecine, on a la médecine alternative, donc la médecine naturelle, mais on a aussi la médecine conventionnelle. Hein, la médecine conventionnelle qui est la médecine moderne. OK? Docteur Doigt est un spécialiste de la médecine moderne, la médecine conventionnelle. C'est un expert, c'est un aîné. On est très honoré de l'accueillir là. Il nous assiste, il nous conseille dans notre démarche, dans notre dynamique, dans notre élan de pouvoir aider un maximum de personnes. Et il est là avec son expérience aussi pour nous partager quelques informations. C'est un spécialiste donc de la médecine, spécialiste de la formation aussi des médecins. Et donc, il est là pour nous dire deux mots sur le sujet, sur le cancer, et peut-être aussi nous partager en termes d'information quelques cas de succès, OK, qu'il a peut-être pu traiter, pu accompagner à la fois en complémentarité à la médecine conventionnelle avec les produits de Greenwood. Docteur Doigt, on vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci. Est-ce qu'on peut me voir? Parce que ce n'est pas visible, hein? Est-ce qu'on peut partager l'écran pour qu'on puisse me voir? Vous m'entendez? Moi, Oui, je vous vois. Oui? On vous voit. C'est vrai qu'il fait un peu sombre là où vous êtes, sinon on vous voit. Ah, d'accord, vous me voyez. Donc, vraiment, merci Je beaucoup. vous vois. Soyez salués depuis vos différentes positions. Je vous Merci, remercie docteur. pour l'honneur qui m'est fait de pouvoir prendre la parole en virtuel. Je tenais à vous dire merci. Je pense que mes prédécesseurs ont beaucoup parlé, ils ont dit beaucoup de choses. Je ne vais pas trop venir insister sur ce qu'ils ont déjà dit, mais je voudrais me présenter un peu rapidement. Je suis médecin. Dans le temps, j'ai été le coordonnateur. Vous m'entendez bien, hein, j'espère. Oui, on vous entend bien, docteur. Allez-y. D'accord, ok. On vous entend excellent. Merci. Je voulais me présenter rapidement. J'ai été le Allez-y. coordonnateur, j'avais été le coordonnateur de la coalition des entreprises de Côte d'Ivoire à laquelle appartient la Chambre de commerce. Suivez mon regard. Et en tant que coordonnateur, en tant que coordonnateur, en tant que coordonnateur de cette plateforme de santé, de cette plateforme santé dédiée au secteur privé, j'ai donc eu à collaborer de manière étroite avec le cabinet du ministère de la Santé et nous avons fait beaucoup de choses. Cette plateforme, dans le temps, était dédiée au secteur privé parce que, vous savez, dans les pays, les secteurs, il y a 4 secteurs. Il y a d'abord le secteur public, il y a le secteur privé, il y a les partenaires techniques et financiers, et puis il y a les ONG. Voilà, donc, pour chaque secteur, il y a un porte-parole. Le régalien, c'est le ministère de la Santé. Et puis, bon, après, le secteur privé était représenté par la coalition des entreprises pour gérer tout ce qui est volet santé au niveau, en milieu du travail. Et donc, à ce titre, j'ai travaillé avec différents programmes, notamment le programme national de lutte contre le cancer, pour renforcer la capacité des médecins d'entreprise dans la prise en charge, ou bien dans les décisions à prendre quand il y a des problèmes de santé, n'est-ce pas, par exemple, relatifs au cancer. Il y a plusieurs programmes avec lesquels nous avons travaillé, mais comme sur le cancer, c'est pour ça que j'évoque ça. Alors, ce que je peux vous dire, vous m'entendez bien, j'espère? Oui, Est-ce que vous parfaitement. m'entendez? D'accord, d'accord. Parfaitement. Très bien. Parfaitement, Très docteur. bien. Merci beaucoup. Donc, J'entends 5 sur 5. oui, j'ai un petit plan que j'avais voulu partager avec vous. Je vais intervenir avec 8 points. 8 points. Mais D'accord. avant cela, j'ai posé la question. La prostate, est-ce une maladie? Quand on dit la prostate, parce qu'on dans la Bible dit la prostate, c'est une maladie. On va répondre à cette question. Voilà, ça, c'est d'abord une première question. Sinon, la première question de mon plan, c'est qu'est-ce que c'est que la prostate? Deuxièmement, où est-elle localisée dans l'organisme? Quel est son rôle dans l'organisme? Quand il y a un problème de maladie lié à la prostate, quels sont les signes d'appel? Comment quelqu'un peut savoir qu'on dirait que
Donc, je dois commencer à avoir un début de problème de prostate. Et donc, s'il y a un début de problème de prostate, quelle peut être la cause? Quelles sont les différentes causes qu'on pourrait énumérer? Ça, c'est le 5e point. Maintenant, s'il y a, comment on diagnostique? Comment on va poser un diagnostic s'il y a un problème de prostate? Et avant d'arriver, n'est-ce pas, au traitement, sur lequel je ne vais pas trop insister parce qu'on n'est pas là pour parler du traitement classique, je vais peut-être soulever quelques questions qui pourront enrichir le débat après. Donc, je vais m'atteler à répondre à ces quelques questions dans le plan. Vraiment, je n'ai pas eu le temps de préparer, mais c'est des choses que j'ai tellement fait que j'étais obligé de trucs. Parce que l'idée ici, c'est de comprendre. Ce n'est pas un coup de médecine. Quand on parle de prostate, j'ai dit, la prostate, c'est une maladie. La prostate n'est pas une maladie. La prostate, c'est une glande. On appelle la glande prostatique. Voilà, donc c'est une glande qui est au niveau, n'est-ce pas, de l'organisme, plus précisément au niveau pelvien, et qui va jouer un rôle important dans le système de reproduction. Voilà, dans le système de reproduction, c'est une glande très, très, très importante. Avec elle, les vésicules séminales. Donc, il y a la prostate, il y a les vésicules séminales. Les deux jouent un rôle important. Mais ici, à l'occasion, n'est-ce pas, de la journée mondiale, n'est-ce pas, consacrée à la lutte contre le cancer de la prostate, nous allons nous atteler seulement à la prostate. Donc, ce n'est pas une maladie qu'on dit il a la prostate. C'est un abus de langage. La prostate, c'est une glande. D'ailleurs, mais vous allez être surpris que la femme même a une prostate aussi. Alors, ici, la première question, qu'est-ce que la prostate? C'est quoi la prostate, concrètement? Nous allons essayer de chercher à répondre à la question. La prostate, il faut retenir, voilà, mets l'image, mets cette image-là de la prostate et puis on va essayer de définir. Il y a eu la première image sur la prostate, là, mais pas celle-là, l'autre, là, la première diapo, là. Voilà, voilà, c'est bien ici. Voilà. La prostate est une glande, comme je le disais, qui fait partie de l'appareil reproducteur de l'homme. Et la prostate est située, quand vous regardez très bien, la prostate est située sur la vessie. C'est la vessie qui est juste en haut comme un ballon. Et il y a un petit rond qui est juste en bas de la vessie qu'on appelle, comment dirais-je, qui est la prostate. Et donc, la prostate, quand on regarde sa position, voilà, c'est la prostate qui est là. Quand on regarde sa position, on voit que la prostate, derrière la prostate, il y a un jaune qui est là, mais derrière ce jaune-là, il y a le rectum. Il y a le rectum qui est derrière, juste. Voilà, c'est le rectum qui est là. Maintenant, la prostate, même la glande prostatique elle-même, elle entoure ce qu'on appelle l'urètre. L'urètre, c'est ce tuyau-là qui part, n'est-ce pas, de la vessie et qui vient dans le pénis. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est qui vient dans le pénis. Et donc, qui conduit donc l'urine de la vessie vers l'extérieur. C'est l'urètre donc qui va conduire les urines de la vessie vers l'extérieur. La vessie, elle est produite, c'est le recueil, n'est-ce pas, des urines qui sont produites de manière constante par les reins. Les reins produisent les urines de manière constante et non de manière discontinue. C'est constant. Donc, ça vient un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Et lorsque la vessie va se remplir, ça va donner l'envie d'aller uriner et ça va se contracter par un muscle qu'on appelle le détrusor. Bon, bref, donc la prostate, c'est cette glande-là qui est très importante et qui intervient, n'est-ce pas, qui intervient, qui fait partie de l'appareil reproducteur, n'est-ce pas, masculin. Donc, ainsi présenter la prostate. Voilà, donc nous allons continuer. C'est une glande qui est très importante et on vient de décrire sa localisation. Voilà, on vient de décrire sa localisation. Quel rôle joue la prostate? Quel est son rôle dans l'organisme? On a dit qu'il fait partie de l'appareil reproducteur masculin parce qu'il y a un autre organe qu'on appelle la vésicule séminale aussi, qui fait partie également de, comment dirais-je, de l'appareil reproductif, comment dirais-je, masculin. Pas féminin, masculin, excusez-moi. Donc, la prostate, en fait, son rôle, c'est de produire un liquide qu'on appelle le liquide prostatique. Et ce liquide prostatique, c'est le liquide qui permet la survie, qui permet la maturation et la mobilité des spermatozoïdes. Les spermatozoïdes qui sont produits par les testicules. Et cette production, on appelle ça la spermatogénèse. C'est-à-dire le processus par lequel les spermatozoïdes sont produits s'appelle la spermatogénèse.
Et dès lors qu'il y a eu la spermatogénèse, ces spermatozoïdes-là vont partir des cellules souches, vont être libérés, mais doivent vivre dans un environnement, n'est-ce pas, imbibé de liquide dont une partie est produite par la prostate. Et puis aussi une grande partie produite par la vésicule séminale. Est-ce que vous comprenez? Donc la prostate, son rôle, c'est de produire ce liquide-là, qui est un liquide qui nourrit les spermatozoïdes, qui est très enrichi en oligo-éléments et qui va permettre aux spermatozoïdes, n'est-ce pas, de vivre et de se développer. Est-ce que vous comprenez? Parce que, comme je vous ai dit, dans ce liquide-là, il y a la maturité. Les spermatozoïdes vont acquérir leur maturité, vont devenir, depuis les cellules souches, voilà qu'on appelle les spermatogonies, pour évoluer pour devenir des spermatozoïdes. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant aussi, la prostate joue un rôle dans l'érection. Voilà, dans l'érection. Donc, son second rôle, c'est du moins dans l'éjaculation. Voilà. Ça veut dire qu'il y a la production de ce liquide, mais il y a l'éjaculation. Quand on éjacule là, c'est la prostate qui permet. On ne va pas rentrer trop dans la physiologie, n'est-ce pas, du fonctionnement de la prostate, mais retenez simplement que la prostate joue deux rôles importants. Production du liquide prostatique, qui est un liquide nourricier, qui est un liquide qui permet aux spermatozoïdes, n'est-ce pas, de mûrir, de grandir et de venir à maturité. Est-ce que vous comprenez? Pour que, depuis leur production, ils deviennent des spermatozoïdes. Sinon, c'est à part d'abord des spermatogonies souches, ainsi de suite, ça va évoluer jusqu'à, et c'est lorsque ça atteint le stade des spermatozoïdes maintenant qui sont opérationnels. Mais aussi, il faut retenir que la prostate, c'est aussi un organe, n'est-ce pas, qui intervient dans l'éjaculation. Donc, on va continuer. Ça, on peut retenir comme rôle, comme ça, le rôle de la prostate. Alors, la quatrième question, quels sont les signes d'appel quand il y a un problème fonctionnel de la glande prostatique? C'est-à-dire, comment on peut dire que quelqu'un a un problème de prostate? Il y a beaucoup de signes, hein? Mais le signe le plus souvent qui était le signe qu'on appelle le signe pathognomonique, c'est le signe qui ramène à l'idée que la prostate c'est pas bon. Ces signes-là, il y a d'abord ce qu'on appelle la polacurie. Voilà, la polacurie, c'est une émission, n'est-ce pas, une émission des urines en petite quantité, mais de manière fréquente. Vous voyez, on parle de prostate et puis on parle des urines. Normalement, les deux n'ont pas vraiment de lien si ce n'est que la prostate entoure l'urètre. Mais c'est parce que si la prostate grossit, elle grossit du dedans et du dehors. Donc, lorsqu'elle grossit, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle aura tendance à coincer l'urètre. L'urètre, c'est ce tuyau qui quitte dans la vessie, qui passe dans le pénis. Est-ce que vous comprenez? Donc, en grossissant, il y aura donc une obstruction de la lumière de l'urètre. Donc, du coup, les urines ne vont plus, n'est-ce pas, être émises. L'émission des urines, on appelle la miction. La miction pourra plus être confortable. Ça va être une miction, n'est-ce pas, en petite quantité qu'on appelle la polacurie. Est-ce que vous voyez? Et puis, on peut avoir aussi d'autres signes. C'est-à-dire que dans la prostate, quand la personne pisse, on va se rendre compte que le jet n'est pas fort. Vous voyez un petit garçon, quand il pisse là le matin, le jet est très fort. Il libère, lors de la mission, il libère les urines avec une vitesse incroyable. Mais lorsque la personne a de la prostate, vous voyez, la personne a tendance à pisser sur elle. Voilà. Et puis aussi, bon, il y a aussi, comme on avait parlé d'éjaculation, comme la prostate joue aussi un rôle dans l'éjaculation, il y a aussi des problèmes liés à ça. OK? Donc, il y a beaucoup de signes. On peut aussi avoir des problèmes de douleur. Vous voyez, on peut avoir des problèmes de douleur, n'est-ce pas, au niveau pelvien. Voilà. Donc, on peut retenir ça pour ne pas aller dans trop de causes. Les problèmes des signes sont les signes d'appel. Mais quelle est la cause? Pourquoi on dit quelqu'un, il y a un problème au niveau de la prostate? Quels peuvent être ces problèmes-là? On dit qu'il y a un problème. Quelles peuvent être les maladies qu'on reconnaît à la prostate? Il faut retenir trois grands groupes. Il y a les cancers, il y a le cancer de la prostate. Quand on parle de cancer, c'est un processus malin. Ça veut dire que ça a évolué, c'est devenu malin. Mais avant de devenir malin, il y a le processus bénin, qu'on appelle donc l'hypertrophie bénigne de la prostate ou l'adénome de la prostate. Le cancer,
on appelle le cancer, c'est l'hypertrophie maligne de la prostate. Par contre, quand c'est bénin, c'est l'hypertrophie bénigne de la prostate, qu'on appelle encore l'adénome. Donc, faites bien la différence. Dans les deux, il y a une hypertrophie. Mais il y a celle qui est maligne, on parlera de cancer, et il y a celle qui est bénigne, on dira que c'est une hypertrophie bénigne de la prostate. Mais les deux vont entraîner les mêmes signes d'appel. Et même dans le cancer, il y aura même des douleurs, ainsi de suite. Maintenant, donc, c'est une malformation, n'est-ce pas, au niveau de la glande prostatique qui va entraîner, n'est-ce pas, une prolifération maligne des cellules qui va entraîner donc cette hypertrophie. Mais par contre, il y a d'autres maladies qui peuvent toucher la prostate, c'est-à-dire les infections. On parlait donc de prostatite. Quand on dit ite, c'est une inflammation. Donc, c'est une inflammation de la prostate qui peut être une inflammation aiguë ou bien une inflammation chronique. Donc, tout ça, ce sont des maladies de la prostate, mais ce seront dues, n'est-ce pas, à une infection d'ordre qui peut être d'origine bactérienne, ainsi de suite. Donc, voici ce qu'il faut retenir des affections qui peuvent toucher la prostate. Quand on parle d'affection, ça veut dire qu'il n'y a pas de fièvre. Mais quand il y a fièvre, on parle d'infection. Est-ce que vous comprenez? Vous m'entendez bien? Très bien. Ok, Oui, merci. bien. Merci. Maintenant, quand on va parler un peu du cancer de la prostate, le cancer de la prostate. Écoutez, les diapos là, c'est bien, mais il faut écouter ce que je dis simplement. Parce que ce que je dis, peut-être que ça ne dit pas. Les diapos, c'est bon, hein. On pourra. Je n'ai pas de clé. Je n'ai pas de clé. Ouais, 2 minutes. Je n'ai pas de clé. Je n'ai pas de clé. Remettez ça dedans. Ça vous êtes... MC. Yes. Parce que par inadvertance, on a désactivé le micro de docteur. Je cherche son nom. Il est enregistré sous quel nom? Vous m'entendez maintenant? Oui, oui, oui. Ah, mais le micro était fermé, je ne sais pas. Oui, c'est pas vrai. Donc, revenons sur les causes, les maladies. J'ai dit il y a 3 tiroirs. Il y a les causes infectieuses. On parlera de prostatite, qui peuvent être, on peut avoir une prostatite qui est aiguë, mais ce qui vient de façon brutale, mais aussi il y a des prostatites chroniques. Quand on laisse les prostatites, on vient maintenant aux causes tumorales. Tout ce qui est tumoral, il y en a 2. Donc, on peut avoir les tumeurs bénignes de la prostate ou les tumeurs malignes de la prostate. Les tumeurs bénignes de la prostate, c'est ce qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate, un adénome. Et c'est la bénignité là qui évolue vers le processus malin. Et quand ça devient malin, ça donne une hypertrophie maligne de la prostate. Et vous comprenez, c'est ce qu'on appelle le cancer. Voilà. Donc, voilà ce qu'il faut attendre des maladies liées à la prostate. Comment on diagnostique? On voit qu'on vient de parler du cancer lui-même. Comment on diagnostique? En médecine, comment on fait le diagnostic? Quand il y a des signes d'appel, que la personne va à l'hôpital, on peut découvrir même la prostate sans signe d'appel. Hein. C'est-à-dire la personne est partie à l'hôpital, elle ne sait même pas qu'elle a un problème de prostate, mais elle a peut-être d'autres problèmes et le médecin va vouloir l'examiner seulement avec, comment dirais-je, un toucher rectal. On peut savoir si quelqu'un a prostate, a un problème de prostate. Quand le médecin va mettre va faire le toucher rectal, voilà, quand il va faire le toucher rectal, il va palper, n'est-ce pas, la prostate. Vous voyez, si la prostate n'est pas maligne ou elle n'est pas bénigne, du moins, il va le savoir. Mais si il y a un processus, n'est-ce pas, tumoral, il va se rendre compte que l'hypertrophie, comment dirais-je, bénigne de la prostate, c'est une hypertrophie qui est régulière avec un sillon. Il va le savoir. Il n'y a pas de petits bosses. Il va voir que il y a un sillon qui est au milieu, il y a un sillon qui divise la prostate et il va voir que c'est lisse. Est-ce que vous comprenez? Par contre, si c'est une hypertrophie maligne de la prostate, on va plus découvrir le sillon et puis il va toucher comme si c'était des boules qui sont sur la prostate.
Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, il va dire, avec les signes d'appel où il y a une mauvaise miction, la polacurie, elle est beaucoup plus fréquente la nuit. Hein. Vous voyez, il va se dire, bon, si c'est ça, je vais demander 2 examens. Il va demander 2 examens. Il va demander ce qu'on appelle le PSA, qui est l'antigène que la prostate produit. Et puis, il va demander ce qu'on appelle une échographie vésico-prostatique. Il va confronter ces 2 examens-là. Le PSA peut être normal, et puis l'échographie peut dire, certes, le PSA est normal, mais la prostate quand même un peu augmentée. Donc, ça peut faire l'objet de discussions. Est-ce que vous voyez? Ça peut faire l'objet de discussions, mais c'est ce sont ces 2 examens qui permettent de poser le diagnostic de la prostate. Revenons sur le fait que, une fois qu'on a posé le diagnostic de la prostate, ça peut être une hypertrophie bénigne de la prostate, c'est-à-dire c'est bénin, il y a une approche thérapeutique. Ça peut être une hypertrophie maligne de la prostate, il y a une autre approche thérapeutique. Est-ce que vous comprenez? Alors, parlons du cancer de la prostate. En parlant du cancer de la prostate, nous allons parler, n'est-ce pas, du cancer de façon générale. C'est quoi le cancer? C'est quoi le cancer? En fait, le cancer, c'est une prolifération des cellules malignes. Et les cellules-là ne respectent plus, n'est-ce pas, l'homéostasie, c'est-à-dire la loi de l'organisme qui programme la vie de la cellule. Parce qu'une cellule naît, vit et meurt. On appelle ça l'apoptose, la mort cellulaire. L'apoptose, c'est la mort cellulaire programmée. Ça, c'est un processus physiologique normal. L'apoptose, c'est la mort cellulaire programmée. Une cellule qui naît, qui vit, elle va faire des enfants et puis après, elle va mourir. Est-ce que vous comprenez? On appelle ça la mitose. C'est la multiplication cellulaire. Et la mitose, comment dirais-je, la mitose respecte l'homéostasie, n'est-ce pas, de l'organisme. Ceci dit, les cellules là dans le corps n'ont pas la même durée de vie. Parce que la cellule, quand elle naît, elle va vivre et puis après, elle va mourir. Vous voyez? Mais les cellules là du corps, toutes les cellules du corps là, qui doivent vivre, naître, vivre et mourir, elles ont une durée de vie qui leur sont propres. Par exemple, les cellules du cerveau, leur durée de vie, c'est de 30 à 50 ans. Les cellules du cerveau ont une durée de vie de 30 à 50 ans. Les globules rouges, quant à eux, ils ont une durée de vie de 120 jours. Les globules blancs, qui sont des gendarmes, qui sont aussi des gendarmes du corps, ont une durée de vie de 3 à 5 jours, jusqu'à 200 jours. Ils peuvent vivre 4 à 5 jours et ça peut aller jusqu'à 200 jours. Les cellules plaquettaires ont une durée de vie de 7 à 10 jours. Les cellules de l'estomac, quant à elles, les cellules qui tapissent la paroi de l'estomac, ont une durée de vie de 2 jours. 2 jours seulement. Avec l'acidité, tout ça, ont une durée de vie de 2 jours. Les cellules du foie peuvent vivre jusqu'à 200 jours. Est-ce que vous voyez? Les cellules de l'intestin, les cellules qui tapissent les intestins peuvent vivre 3 jours. La peau, 200 jours. Les os, 10 ans. Donc, vous voyez, les cellules-là, elles sont programmées à vivre, à naître, vivre et puis mourir. Une cellule qui vit, qui naît, elle va se diviser pour donner d'autres cellules filles qui, elles aussi, vont se diviser. Elle sera mère, on appelle ça la mitose. Chez les hommes et les animaux, on parle de mitose, mais chez les végétaux, on ne parle plus de mitose, on parle de méose. Parce que les cellules végétales aussi, elles se multiplient et puis elles meurent. Donc, dans le cancer, ce qu'il faut savoir, c'est que naturellement, tel que l'organisme a programmé la vie de la cellule est appelée à naître, à vivre et puis à mourir. Ça, c'est le processus normal de la cellule. Malheureusement, dans le cancer, la cellule est éternelle. Dans le cancer, la cellule devient éternelle. Cette programmation naturelle de l'apoptose n'est plus respectée dans le cancer.
Le cancer, donc, la cellule devient éternelle. Elle ne respecte plus, n'est-ce pas, la loi biologique de l'homéostasie. Et donc, ces cellules-là, elles vont commencer à se dénaturer. Elles passent d'une autre forme à une autre forme, ainsi de suite. Elles vont faire des amas, des tissus, tout. Et vous allez voir que la cellule qui était seule, non seulement elle va se multiplier, elle va se multiplier comme ça se passe dans le corps, mais en se multipliant, elle se dénature, elles vont se coller, elles vont former des amas. Donc, sachez que dans le cancer, la cellule devient éternelle. Et la cellule n'est plus, elle ne respecte plus, n'est-ce pas, la programmation cellulaire de la mort qu'on appelle l'apoptose. On va continuer. Qu'est-ce qui fait aussi la particularité du cancer de la prostate? Pourquoi le cancer de la prostate? Pourquoi il faut sensibiliser? Pourquoi il faut se battre? Pourquoi il faut tout faire pour éviter? Le cancer de la prostate fait partie des cancers qu'on appelle les cancers ostéophiles. Les cancers ostéophiles. Les cancers ostéophiles, ce sont des cancers qui donnent des métastases. Ce n'est pas tous les cancers dans le corps qui donnent des métastases. Il y a le cancer de la prostate chez l'homme, qui est un cancer ostéophile. Il y a le cancer du testicule, qui est un cancer ostéophile. Chez la femme, il y a deux types de cancers ostéophiles. Il y a le cancer, n'est-ce pas, du sein. Il y a le cancer du col de l'utérus, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand quelqu'un a le cancer, c'est dangereux parce que ce cancer peut donner des métastases. Les métastases, c'est que les cellules quittent, n'est-ce pas, là où elles sont, elles vont passer par le système lymphatique et puis aller coloniser d'autres sites. Est-ce que vous comprenez? Et dans le cancer de la prostate, vraiment, il y a des sites qui sont des sites, n'est-ce pas, privilégiés. Les sites qui sont beaucoup qu'on constate de plus, il y a, ça peut quitter, ça peut aller atteindre les poumons, les os, et ça évolue quand ça atteint comment dirais-je, quand ça atteint le cerveau, en ce moment-là, vraiment, les chances de vie sont, le pronostic est sombre. Donc, le cancer de la prostate, sa dangerosité, c'est que c'est un cancer ostéophile. Il peut être localisé dès le départ, mais quand le cancer se métastase, alors ça devient un véritable souci de santé. Alors, qu'est-ce que il y a donc le traitement donc est en fonction, n'est-ce pas, de l'évolution. Vous voyez, si c'est le cancer, la prostate, il aura son traitement. Et puis si aussi le traitement, le plus souvent, il y a la chirurgie. En Côte d'Ivoire, il y a la chirurgie. Ailleurs, comme par exemple en Inde, quand il y a un problème de prostate, on ne paie pas la personne, on soigne la personne. Mais sur nos tropiques, le plus souvent, quand la personne a une hypertrophie de la prostate, pouf, on enlève la prostate. Sinon, le plus souvent, du fait que la prostate est un cancer ostéophile, si on ne fait pas attention, comme on n'a pas beaucoup de moyens, que ça se dégénère, ça colonie d'autres sites, on perd la personne. Donc, on préfère enlever et puis la personne peut vivre sans sa prostate. D'où quelques questions que je pose, parce que ça peut survenir dans nos pensées. Je pose quelques questions et puis on va passer au traitement sur lequel je ne vais pas trop insister parce qu'ici, on a déjà une possibilité thérapeutique. Alors, on peut se demander, est-ce que faire l'amour fait grossir la prostate? Les gens se disent, est-ce qu'on fait l'amour, est-ce qu'on fait beaucoup l'amour là? Est-ce que la prostate peut grossir? La réponse, il faut dire que l'activité sexuelle est plutôt bénéfique pour la santé et de la prostate parce qu'elle va permettre de stimuler la production et l'évacuation du liquide de la prostate. Donc, quand on fait l'amour, c'est bon pour la prostate. Quand on ne fait pas l'amour, la personne est exposée à développer la prostate plus tard parce que le liquide, n'est-ce pas, le liquide que produit la prostate, quand ça reste longtemps, ça va commencer à attaquer, n'est-ce pas, les testicules et autres. Ça va être un problème. Donc, faire l'amour, c'est bon pour la santé de la prostate. Mais comme vous le savez, tout excès nuit. Si on fait trop l'amour, ce n'est pas aussi bon. On va arriver sur cette question. Est-ce que la prostate, le fait qu'on ait la prostate, ça va empêcher de faire l'amour? La réponse est que toute maladie de la prostate, que ce soit le cancer de la prostate, l'hypertrophie de la prostate, c'est-à-dire que quand c'est bénin,
même si il y a une pancréatite, il y a une prostatite, cela ne peut pas empêcher d'avoir des rapports sexuels. Mais comme vous savez, quand on a les rapports sexuels, il faut être dans un état de confort moral. C'est pour ça que souvent les gens ne le font pas. Sinon, ça n'empêche pas, n'est-ce pas, d'avoir des rapports. Vous allez vous demander, mais on avait dit que le cancer, qu'on appelle la prostate, est un organe. Est-ce que quand on a la prostate, est-ce qu'on bande, excusez-moi, hein, en médecine, on dit tout, hein, c'est pas tabou. Hein. Oui, mais quand on a la prostate, on peut avoir une érection. On peut aussi avoir une érection. Maintenant, on pose la question, on voit que la maladie de la prostate, qu'est-ce qui peut provoquer la maladie de la prostate? Parce qu'on n'en a pas parlé. On a parlé des maladies qu'on voit au niveau de la prostate, mais qu'est-ce qui peut provoquer ça? M. Salam en a parlé un peu, il a survolé, mais il faut dire que l'âge avancé peut être une cause de la maladie de la prostate parce que les cellules aussi vont vieillir. Il y a le vieillissement cellulaire aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça peut être une raison, n'est-ce pas, de truc. Il y a aussi le fait que la prostate va commencer à grossir. Si la prostate grossit sur l'effet, n'est-ce pas, de certains médicaments ou bien d'infections, ça peut entraîner le problème de la prostate. Il y a aussi les antécédents familiaux des cancers de prostate. Parce qu'il y a un gène, quand on parle d'antécédents familiaux, c'est-à-dire que soit le père avait eu la prostate ou le grand-père, et puis donc ça peut être récessif. Ça peut être récessif, ce n'est pas dominant. Hein. Ce n'est pas dire que le papa a un truc dont le fils va avoir. Non, c'est un processus qui est récessif. Donc, on a constaté aussi qu'il y a des prédispositions génétiques, n'est-ce pas, dans le truc de la prostate. Il y a aussi, la médecine dit qu'il y a aussi l'origine ethnique. Vous voyez, il y a aussi l'origine ethnique. Il y a des gens qui, dans des ethnies où on voit beaucoup de problèmes de prostate. Mais quand c'est comme ça veut dire que c'est un problème d'environnement. L'environnement est important par rapport à tout ça. Vous voyez? Parce que c'est dans l'environnement, là, il y a des facteurs qui interviennent et qui sont des facteurs favorisants. Il y a aussi le fait de l'obésité et le surpoids peuvent être des causes aussi de la prostate. Est-ce que vous comprenez? Et, excusez-moi, des causes de la prostate. Donc, il y a aussi les causes alimentaires. Le fait qu'on mange aujourd'hui toute cette nourriture-là, n'est-ce pas, synthétique, tout ce qu'on mange, vous voyez, c'est fait avec, quand on prend par exemple les poulets de chair, avec des substances, des hormones synthétiques qu'on les fait grossir. C'est pour ça que moi, je vous conseille, hein, si vous mangez, comment dirais-je, ces poulets-là, ne croquez pas les os parce que les substances, les hormones qu'on donne aux poulets pour grossir et puis être mangeables, au bout de quelques jours, là, ces hormones vont aller se loger dans les os. Donc, quand vous croquez, ce sont ces hormones-là que vous prenez. Vous allez constater qu'aujourd'hui, les hommes il y a beaucoup d'hommes qui ont des gros seins, mais tout ça, ça peut être lié à ça. Alors, on peut se poser, est-ce que la prostate peut rendre un homme impuissant? Est-ce que la prostate peut rendre un homme impuissant? Il y a de nombreuses maladies qui peuvent entraîner l'impuissance chez l'homme. Il y a beaucoup de maladies qu'on va essayer de citer un peu. Il y a le diabète. On peut expliquer, hein, mais je n'ai pas envie de rentrer dans les explications. Je cite seulement les maladies. Il y a les maladies cardiovasculaires aussi. Il y a l'athérosclérose, il y a l'hypertension artérielle, il y a l'hypercholestérolémie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Comment les lipides sont beaucoup, n'est-ce pas, dans le sang. Il y a l'alcoolisme. Il y a aussi les affections, comme on venait de le dire. Et puis, il y a aussi les lésions nerveuses. Par exemple, la compression du nerf, hein, des compressions de certains nerfs au niveau lombaire, qui peuvent rendre l'homme impuissant. Mais ce n'est pas la prostate en tant que glande qui va rendre l'homme impuissant. J'avais posé la question, est-ce que la prostate fait bander? Bon, des gens, il y a plusieurs questions. Hein. Oui, la prostate joue un rôle. C'est un organe de sexualité, hein, mais uniquement joue un rôle dans l'éjaculation, comme je vous ai dit, et dans la reproduction. Par contre, elle ne joue aucun rôle dans le phénomène érectile. Ce n'est pas un organe érectile, c'est un organe dans l'éjaculation, et aussi c'est un organe, n'est-ce pas, qui
qui permet de sécréter les liquides dans lesquels le truc va baigner, les spermatozoïdes. Posons une question et puis on va finir. Il y a une question. Est-ce qu'une femme a une prostate? Une question bizarre. En tout cas, moi, depuis que j'ai fait la médecine, la prostate, on dit c'est l'homme. Mais les recherches ont été poussées dans certains pays et ça a montré que oui, la femme aussi, il y a des femmes qui ont la prostate. La femme, pas les femmes, il y a la femme, les femmes ont la prostate, mais les prostates, n'est-ce pas, chez les femmes, là, la prostate, elle est microscopique. Elle est microscopique, c'est lors des coupes en urologie qu'on a vu, parce que quand on parle d'urologie, il y a aussi le volet avec les femmes, puisque quand on parle d'urologie, c'est l'appareil urinaire. Et lorsque les gens ont essayé d'étudier, ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait des, comment dirais-je, il y avait au niveau de la femme, là, au niveau de la femme, il y a des glandes para-urétrales qu'on appelle les glandes de Skene, qui sont parfois désignées comme une prostate féminine. Et c'est surtout lui qui a fait ces recherches-là, c'est un Slovaque, il s'appelle Milan Zaviasic. Bon, ça, ben, ça ne produit pas, ces prostates chez les femmes là ne produit pas de sécrétion. Voilà. Donc, excusez-moi. Donc, voilà un peu ce que j'ai voulu vous partager sur la prostate. J'ai voulu partager sur la prostate. Et si on veut maintenant revenir sur le traitement classique de la prostate, d'abord, une fois qu'on l'a détecté, il y a plusieurs approches thérapeutiques. Hein. Il y a dans certains pays évolués, on n'enlève pas. Mais si c'est une tumeur maligne, une tumeur bénigne, on n'enlève pas. En Côte d'Ivoire, ici, là, on enlève les tumeurs malignes, bénignes. Parce qu'on estime que la tumeur bénigne, là, elle peut évoluer vers le processus cancéreux et ça sera difficile. Donc ici, on opère, mais ailleurs, on n'opère pas. Et aujourd'hui, avec l'avancée, n'est-ce pas, de la médecine, surtout la médecine douce, la médecine, n'est-ce pas, la médecine douce, il y a aujourd'hui des molécules qui sont très puissantes, qui vont aller quand même détruire, n'est-ce pas, les cellules cancéreuses, qui vont jusqu'à même rétablir l'homéostasie dans le corps. Sinon, sur le plan conventionnel, il y a la chimio, il y a l'hormonothérapie, il y a la chirurgie, il y a la radiothérapie. Mais grâce aujourd'hui, avec l'innovation que nous avons de nos jours, il y a des traitements spécifiques qui ont la capacité de détruire les cellules cancéreuses, qui ont la capacité de, n'est-ce pas, de créer un environnement, n'est-ce pas, biologique qui n'est pas propice au développement des cellules cancéreuses. M. Salam parlait tantôt d'un environnement, comment dirais-je, de l'acidité. Vous savez, l'acidité fait le lit de beaucoup de maladies, dont le cancer. Donc, en réalité, le cancer se développe en cas d'acidose métabolique. C'est-à-dire que quand le corps est trop acidifié, avec les radicaux libres qui vont commencer à s'attaquer aux cellules là, c'est ça qui va entraîner les processus cancéreux. Bon, Monsieur Salam, MC, voici un peu, il y a eu des cas qu'on a eu à soigner. Voilà, vous avez demandé s'il y avait eu des cas. Oui, il y a eu des cas qu'on a soignés, même avec les produits de Greenworld. Je vais taire le nom, mais tout récemment, Salam le sait, j'ai envoyé à Salam une dame, par exemple, qui avait ce qu'on appelle une tuméfaction, comment dire, une tuméfaction de, comment dirais-je, de la mastoïde, c'est-à-dire que c'est un os, de la mâchoire inférieure, là. Voilà, il y avait une tuméfaction, ça avait carrément, n'est-ce pas, défiguré, enfin, ça avait changé son visage, l'aspect de son visage. Et là, je vous parle pas du cancer de la prostate, mais je vous parle des tumeurs de façon générale. Puisque là même, il y a des médicaments qu'on a ici avec Greenworld qui vont détruire aussi bien les cancers, les cellules cancéreuses, si c'est le cancer, mais qui peuvent aller jusqu'à toucher certaines cellules cancéreuses qui ne sont pas forcément des cellules, n'est-ce pas, de la prostate. Et donc, finalement, il s'est trouvé qu'il y a des thérapies spécifiques qui vont détruire les cellules cancéreuses que Greenworld a. C'est vraiment, pour moi, c'est une chance qu'on a d'avoir de telles molécules, parce que ces molécules, non seulement n'ont pas d'effet secondaire, et puis c'est efficace, ça agit
dans tout l'organisme. Et pour cette femme-là, son mari qui m'avait vu, qui était pratiquement abattu, il me disait comme ça qu'on devait lui enlever la mâchoire et utiliser l'os du péroné, c'est-à-dire le petit os qui est collé au tibia, pour lui fabriquer qu'on appelle une mandibule. Mais le visage de la femme là allait changer. Le visage de la femme allait changer. Ce n'est plus la même personne. Et donc, il lui a dit, bon, et l'intervention faisait combien? L'intervention, rien que l'intervention, c'est une affaire de 9 millions. L'intervention devait faire 9 millions, qui n'a rien à voir avec le séjour hospitalier et n'est-ce pas, comment dirais les molécules, la chimiothérapie qui allait suivre et tout ce suivi-là. Rien que l'intervention, c'était 9 millions. J'ai regardé, il lui a dit, est-ce qu'il a confiance en moi? Il dit oui. Il dit, bon, depuis quand ce processus-là s'est mis en place? Il a dit vraiment, c'est progressivement qu'ils ont constaté. Il dit, bon, on va arrêter. Tu vois, pour le moment, on va suspendre, n'est-ce pas, l'option chirurgicale. On va aller, je vais te proposer quelque chose, mais il faut le faire. Est-ce que tu as les moyens un peu pour te passer devant 9 millions et puis ce que tu proposes, c'est insignifiant. Et sa femme a commencé le traitement. Ça là, mais là, il pourra donner le témoignage. Je vous dis, au bout de 3 mois, la femme là, son visage est devenu normal. Et il m'a demandé, docteur, c'est continue. Je lui ai dit, continue encore si 2 mois, et puis on va voir, peut-être même 3 mois. Voilà. Et puis après, tu vas aller voir les gens. Mais si tu vas là-bas, tu ne diras pas que tu as pris tel médicament parce que nous, on se connaît, nous, les médecins. Ah oui, si vous dites là, maintenant, le programme cancer qui va venir vous combattre. Donc, il lui a dit non, qu'il faut faire ça. Il faut donc, effectivement, les molécules de Greenwald ont une efficacité avérée pour détruire les cellules tumorales, pour détruire les cellules cancéreuses. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Oui, cher. Oui, cher. En tout cas, la femme dont le docteur Doua vient de parler là, c'est une jeune femme, hein, une jeune femme de 26 ans. Hein. Oui. Mais une très belle femme. En fait, moi, j'ai réalisé combien elle était belle après que cette masse-là ait disparu. Et je me suis posé la question de savoir. Donc, c'est une beauté comme celle-ci qui était sur le point de quitter la terre des hommes. Vous voyez? Pour dire combien, quand on a les moyens et qu'on accepte de mettre ces moyens à disposition pour recouvrer sa santé, combien cela est salutaire. En tout cas, je dis merci à Dieu. Et aujourd'hui, elle a retrouvé le sourire, elle a repris ses activités et le foulard qu'elle prenait pour se couvrir, cacher son visage, elle ne met plus de foulard désormais. Elle sort, elle va à la plage, elle fait tout ce qu'elle a envie de faire maintenant. En tout cas, avec ça, je salue beaucoup Dr Doua qui a fait le travail déjà en amont pour amener cette dernière à accepter de faire confiance aux produits de Greenwald et qui par la suite maintenant ne jure que par les produits de Greenwald. En tout cas, merci à tout un chacun. Je pense que cette séance a été une des meilleures séances qu'on ait jamais réalisées. Et si on peut réussir encore à voler un peu de temps encore à Dr Doua pour une prochaine fois, ça sera une bonne chose pour nous. Merci à tout un chacun. En tout cas, merci manager, merci Dr Doua pour ce partage. C'était carrément un cours de médecine. On en a appris beaucoup. En tout cas, merci. Je pense que c'est des actions à perpétuer hein, avec tous les leaders. On va s'organiser pour régulièrement avoir de telles séances de sensibilisation, d'information et de formation. On ne va pas se quitter sans prendre quelques questions. Je sais qu'il y en a dans l'audience.